On va commencer par les principes de TVA en 2021. Alors, les principes de TVA en 2021, il faut savoir que ça va être beaucoup plus simple. Ça va être beaucoup plus simple. On va permettre aux dropshippers d'accéder au MOS. Alors, c'est quoi le MOS? C'est une sorte de mini guichet de TVA. C'est-à-dire que, en fait, vous allez déclarer la TVA à un seul endroit. Euh, Aujourd'hui, si vous voulez vendre dans toute l'Europe, vous savez, vous avez les seuils de vente à distance, 35 000 euros et tout ça, et vous devez vous enregistrer dans tous les pays. Un enregistrement dans tous les pays, ça représente environ 1500 euros par pays. Le prix de s'enregistrer à la TVA, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Belgique, en Espagne, en Italie. Là, en 2021, il va avoir l'accès au MOS, c'est-à-dire que vous aurez un seul enregistrement et vous pourrez acquitter la TVA dans l'ensemble, salut Maxou, dans l'ensemble des pays, avec un seul numéro TVA. Vous pourrez vendre dans toute l'Europe sans vous faire chier. Il y aura des seuils qui seront uniformisés, donc plus besoin de savoir si c'est 35 000, 85 000, 35 000, 100 000. Ça sera 10 000 par pays. Alors, 10 000 par pays, ça veut dire que jusqu'à 10 000 euros, vous appliquez la TVA de votre pays d'implantation, si vous êtes en Europe. Ce n'est pas valable si vous êtes en dehors de l'Europe. Et après 10 000 euros, vous appliquez la TVA dans le pays dans lequel vous vendez, dans lequel se situe votre client. Techniquement, nous, les infopreneurs, on a déjà accès au MOS pour les produits. Faire une déclaration, je ne sais pas s'il y a des membres du Borderless ici, j'aime bien filmer les déclarations de TVA qu'on fait trimestriellement. Ça nous prend moins de 10 minutes à régler la TVA dans l'ensemble des pays européens. 10 minutes, un seul virement, et on le fait nous-mêmes avec un logiciel comptable qu'on montre comment il se règle, et c'est vraiment super simple. Donc, ça va vraiment lever les barrières et ça va mettre vraiment un marché européen uniformisé. La principale question qu'on peut se demander, est-ce que ça va faire venir des nouveaux arrivants? Les nouveaux arrivants, et ça c'est pareil, c'est un point de vue, donc il va être plus simple de vendre en Europe, dans toute l'Europe, que vendre aux États-Unis. Il faut savoir que les États-Unis, vous devez vous inscrire à la sales tax dans l'ensemble des États. Donc si vous vendez dans tous les États américains, un Américain qui vend dans tous les États, c'est comme s'il vendait dans 49 pays différents, où il doit connaître les règles, savoir les seuils. C'est infernal, s'enregistrer à la sales tax dans les États. Et ça, bon, sur Internet, ils n'en parlent pas beaucoup. C'est depuis 2018, où il y a eu une décision de justice de la Cour suprême américaine qui a mis en place les règles d'Economic Nexus, pour ceux qui veulent chercher. Economic Nexus, c'est que à partir du moment où vous avez des ventes régulières dans un pays, vous devez vous enregistrer à la TVA. Ça, c'est à la sales tax américaine. Donc, pour les Américains, ça va être plus facile d'aller vendre en Europe parce qu'avec un seul enregistrement, ils pourront vendre partout en Europe et que le produit parte de Chine, qu'il aille aux États-Unis ou qu'il aille en Europe, c'est vraiment au final pareil. C'est juste un peu de texte, payer des traducteurs, enfin, payer des mecs sur place pour faire la pub et tout ça. Et ça va être plus simple pour eux de le faire en Europe. Donc, ça va mettre moins de barrières et le marché européen va être le plus gros marché uniformisé au monde. C'est-à-dire qu'avec, si vous voulez vendre au Japon, que vous voulez vendre en Australie, que vous voulez vendre en Thaïlande, vous allez devoir vous enregistrer dans les 3 pays, connaître les 3 règles, avoir 3 représentants. Si vous voulez vendre au Mexique, c'est pareil. Et si vous voulez vendre aux États-Unis, ben, vous allez devoir vous enregistrer dans 49 États. Et avec le prix des Américains, des cabinets comptables, des CPA américains, vous allez prendre une violente douille, hein, parce que c'est là-bas, vous décrochez le téléphone, à la troisième sonnerie, c'est 1500 euros, quoi, 1500 dollars. Donc, ça va être beaucoup plus simple pour eux de vendre en Europe et ça va faire de l'Europe le plus gros marché. Est-ce que ça veut dire que ça va être la fin du dropshipping classique? C'est possible parce que en fait, c'est les gros dropshippers
qui vont stocker, qui vont avoir les moyens de financer des stocks, qui vont réduire le prix du produit, qui va faire que ça sera dur de les concurrencer. Alors, je vais prendre les questions. Cyril, leur marketing n'est pas le même. Quand tu regardes leur boutique, en tout cas sur Facebook, elles sont claquées au sol. Ah, ça, c'est… Johnny, pour répondre à Johnny, c'est beaucoup plus rapide. On parle de l'Union européenne. C'est-à-dire que techniquement, en 2021, la Grande-Bretagne n'en fait plus partie. Ça sera un pays à part. On ne connaît pas les règles TVA encore en… On ne connaît pas les règles en Angleterre pour l'instant. C'est encore en cours de négociation. Je pense que même Boris Johnson, il ne connaît pas, il ne sait pas ce qui va se passer. Et Cyril, leur marketing, ben, ils peuvent l'adapter. Ils peuvent l'adapter. Donc, le dropshipping classique, en fait, il va falloir être capable de soit d'avoir des groupements, et ça, on le verra avec l'exemple de l'automobile, soit avoir des groupements qui vont permettre en fait de centraliser les coûts, de réduire les coûts et se mettre à une dizaine de dropshippers qui vont mettre ensemble des moyens avec des pactes, entre parenthèses, non-agression. On ne va pas sur les autres marchés, mais ça, bon, avant que ça se fasse en dropshipping, ça va être difficile. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ben, si ça ne se fait pas du jour au lendemain, déjà les règles TVA en 2021, ceux qui ne sont pas rentables avec la TVA, déjà ceux-là, ils vont avoir du mal. Ils vont avoir du mal, ça va aller très vite et très rapidement. Alors bien sûr, ce n'est pas lundi soir et mardi matin, mais il va avoir un gros changement et une grosse centralisation. Après, comme j'ai dit, Cyril, hein, c'est mon point de vue, c'est uniquement mon point de vue. Donc, également, au niveau de la TVA, et ça va vous intéresser, c'est que la législation va mettre un terme, une bonne fois pour toutes, on ne pourra plus désigner l'acheteur comme l'importateur. L'importateur, celui qui sera redevable de la TVA, sera la personne, ça sera la plateforme électronique. Alors, par plateforme électronique, on pense de suite à Amazon, on pense de suite à AliExpress, mais quand on prend la définition de la plateforme électronique, c'est aussi le shop. Shopify est une plateforme électronique permettant la revente. Donc, c'est le revendeur qui sera redevable de la TVA. Donc, sur ce point, il n'y aura plus de doute. Il n'y aura plus la possibilité de se dire est-ce qu'on ne la fait pas ou est-ce qu'on la fait. Ah oui, non, mais ça le fout très mal. Et surtout qu'on va le voir, c'est la suppression des seuils. Voilà, ça fait dégueulasse. Pas la suppression des seuils, ce que j'ai fait. La suppression des seuils, on va supprimer les deux seuils, le 22 € et le 150 €. 150 €, c'est pour les droits de douane et 22 €, c'est pour la TVA. Ça veut dire que le moindre produit devra avoir la TVA acquittée, ce qui se dit dans des circulaires douanières. Alors, ça se dit une circulaire, c'est même pas une circulaire douanière, parce qu'une circulaire douanière, je vois qu'il y a Amine, il va me redresser parce qu'elle a un caractère législatif. Dans des propositions douanières, il se dit que le colis devrait être accompagné d'une facture avec un numéro de TVA de l'importateur, de celui qui a payé la TVA. Et s'il n'y a pas de facture, c'est poubelle. Alors, je ne sais pas comment ils vont faire. C'est une proposition, c'est au stade de proposition. J'ai vu ça avec une en-tête, c'était les douanes belges qui l'ont passé. Donc, ça va mettre du propre. Le dropshipping classique va prendre un coup. Et ça va réduire les marges. Ça va réduire les marges et donc ça va rendre les petits produits qu'on chope sur AliExpress beaucoup moins intéressants. Alors, je vais prendre un exemple. Alors, ça, c'est un exemple perso. C'est vraiment perso. Un excellent ciblage. Je vais passer sur mon écran. Vous allez me dire si vous le voyez.
Normalement, vous devez voir mon écran avec 7 seconds. Alors ça, c'est… j'ai failli me faire avoir par ce site. J'ai failli me faire avoir par ce site. Enfin, me faire avoir, c'est pas me faire avoir complètement, mais c'est pour montrer un certain raisonnement. Je cherchais, pas à faire goodbye la cellulite, j'ai pas encore ce problème. Je cherchais en fait un dentiste pour un détartrage de dents sur Google. Il m'a très très bien ciblé parce qu'il m'a proposé ce produit, Clinoral à 27,99 $. 207 reviews, très beau, ça fait propre. You save, on économise 24 $. Il y a l'économie, ça montre bien. Je fais, putain, ouais, jusqu'à avoir un dentiste avec ce temps, 23 €, je prends pas énormément de risques. Je prends pas énormément de risques. Et le truc, qu'est-ce que j'ai fait? Mais avant de l'acheter, je suis allé sur AliExpress. Sur AliExpress, j'ai proposé quoi? Teeth whitening. J'ai cherché dans ça. Et je suis allé à la deuxième page. Ah, le voilà. Voilà le produit. 7,80 €. 7,80 €, c'est exactement le même produit. Et finalement, je l'ai acheté, sur, sur AliExpress, pour preuve. Je l'ai acheté, voilà, allez, ça me revient à 9 € au lieu de payer 30 €. Et je pense que les gens, au-delà de ça, je pense que les gens, sur le classique, euh, ils vont, euh, ils vont s'orienter de plus en plus, ils vont faire des tests comme celui-là. Alors que j'étais prêt à acheter, j'avais mis la carte, ça soulignait de partout. J'avais un gros compteur qui me disait, ouais, il faut profiter. Il est où le compteur? Ah ben, il a disparu. Vous avez l'habitude, 55 $ à 27 $. Et ensuite, bon, après, je me suis amusé à aller voir Term of Service. On a l'habitude. Ah non, non, je l'ai acheté, et c'est là, hein, j'ai pas cherché, j'ai pris vachement moins de risques. J'étais prêt à l'acheter sur le site et le mec m'avait très très bien ciblé avec la pub, hein. Et j'ai payé 9,06 € au lieu de 27. Et en plus, petit cadeau que j'aurais eu en le recevant, The buyer bears any duty or tax applicable. Donc, j'aurais payé 30 balles et en plus, je me serais tapé la TVA, quoi. Cadeau de Noël, quoi, avant l'heure. Donc, je pense que les gens, au fur et à mesure, ils vont commencer à pas se cultiver en soi, mais pour les produits basiques, ils vont commencer à aller chercher, euh, qui vont aller chercher sur, sur AliExpress directement. Et, euh, et le truc, ça vraiment, je l'ai fait exactement white comme ça. J'ai fait, tiens, si je le trouve, tant mieux. Sinon, je l'achèterai sur la boutique. Euh, ouais, mais Karim, au bout d'un moment, ils vont se dire, entre payer 9 € et payer 36 €, ouais, mais ils vont se penser, c'est plus facile de mettre sa carte sur AliExpress, ça fait plus gros qu'un site. Après, ça dépend du marketing. Je vais pas vous mentir. Ma mère ne sait pas faire un copier-coller sur iPhone. Et elle était allée sur Amazon. Ben, j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui vendait ces produits-là. C'était des lampes que tu plantes avec un panneau solaire et la nuit, ça s'allume tout seul.
et elle avait acheté des lampes sur Amazon. Elle a pris la référence et elle a commandé 30 lampes sur AliExpress. Elle a fait, ouais, j'ai retrouvé la référence, c'était exactement la même. Et ma mère ne sait pas faire un copier-coller sur un iPhone. Elle ne sait pas enregistrer une note vocale sur… elle a 67 ans. C'est plus une grand-mère que ma mère, quoi, limite. Et elle ne sait pas envoyer une note vocale sur WhatsApp, elle ne sait pas faire un copier-coller et elle est incapable, quand elle ne sait pas, d'aller chercher sur Google. Pourtant, elle a réussi à aller acheter un produit toute seule comme une grande sur AliExpress. Ça m'avait fait rigoler. Alors, oui, ceux qui connaissent effectivement, je suis d'accord avec toi. Et en fait, ce que je pense, c'est que au début, il y a 2 ans, on ne parlait pas de dropshipping. Aujourd'hui, on te dit, ouais, on te dit arnaque partout, on tâche des produits qui valent 10 euros, on vous les vend 100 euros et tout ça. Euh, ouais, ça, alors, la recherche image, j'y ai même pas pensé sur AliExpress. J'ai même pas pensé à ça. Ah, ça, c'est pas bête, le ciblage. C'est pas bête. Et je pense que le dropshipping classique de produits comme ça, et pourtant la boutique était belle, et le ciblage était parfaitement fait. Il était parfaitement fait. Me sortir ça le soir sur Facebook, après que j'ai cherché l'adresse d'un dentiste pour un détartrage, les mecs, ils étaient doués. Je sais, moi, ça m'a halluciné, quoi. Ça m'a halluciné. Donc après, il me faut pas grand-chose pour être ébahi, hein. Je n'ai aucune connaissance technique et à chaque fois que j'ai essayé de faire des pubs Facebook, je me suis merdé, j'ai juste dépensé de l'argent et je n'ai pas chopé un seul truc. Donc, disons que le produit classique va être concurrencé par le reste. La remarque de The Martian, retirée AliExpress, c'est pas bête. Mais on parle de plus en plus de dropshipping. Quand BFM commence à parler de choses, il faut commencer à se méfier. C'est comme les bitcoins, ils commencent à en parler juste avant que ça se casse la gueule. Euh, le, Au fur et à mesure, les gens vont commencer à avoir l'habitude. Les gens qui vont chercher un prix, et les gens qui vont chercher un prix vont être les gens qui sont susceptibles d'être des clients, mais qui vont chercher tout le temps la bonne affaire. Si on met du marketing avec des bannières clignotantes, des timers et tout ça, et quand le mec il va voir 9 euros contre 36 euros, j'ai économisé 27 euros. J'ai économisé 27 euros. Et pourtant, en plus, c'était un test, hein. Je me suis dit, tiens, je vais acheter ce truc et en même temps, ça me fera. Pour 9 euros, je ne prends pas énormément de risques. Ça se trouve, le truc, il va m'arracher une dent ou il va me faire des trous dans les dents. Mais à 9 euros, ça se trouve, ça ne marchera même pas. Ça va finir à la poubelle 2 minutes après être rentré. C'était un test également pour la conférence. Donc, mais je pense que les gens vont avoir ce réflexe. Et on va le voir avec l'exemple suivant. Le ressenti qu'on a, alors j'ai essayé de vous compiler 18 séances de coaching, ça fait plus de 18 heures, parce qu'elles durent toujours plus d'1 heure quand on les fait. L'ensemble des personnes, puisqu'on demande généralement les chiffres d'affaires, ces 18 personnes, elles réalisent ensemble, hein, pas chacune, hein, ensemble, elles réalisent plus de 3 500 000 euros de chiffre d'affaires. Et ce qu'on va vous donner, c'est le sentiment général qui en ressort. Et le sentiment général qui ressort de toutes ces séances, c'est déjà un abandon des… Ah putain, j'ai du mal avec ça. C'est un abandon des produits pas chers. Ça veut dire un changement vers des produits qui sont beaucoup plus chers. Enfin, beaucoup plus chers, pas des trucs, ils ne vont pas vendre des trucs à 5000 balles, mais des produits qui sont plus à étiquette, où il va avoir moins de quantité, mais où les marges vont compenser. Il se tourne énormément vers des marques. Tout le monde se met à la marque. Le tout, c'est de bien le faire. Mais surtout, ce qu'ils font, c'est chercher des moyens de personnalisation. Les moyens de personnalisation, c'est comment rendre c'est tout con. Ils prenaient un produit, ils prenaient le produit là, au lieu de le laisser en rose et vert. Je sais pas, il faisait un truc noir,
je ne sais pas qu'est-ce qu'il pourrait faire et ce qui est possible, hein. Comme je l'ai dit, je ne suis pas en dropshipper, donc je ne sais pas la marge de manœuvre qu'il y a, mais de faire il aurait pu changer la couleur, faire un truc spécial, France, c'est du plastoc, donc le plastoc, ça doit se repeindre. Euh, Faire un truc personnalisé en faisant augmenter la... C'est le même produit, c'est le même contenant, euh, mais au final, voilà, rajouter une tête supplémentaire, ajouter un produit en plus, faire une offre. Ben, Karim a exactement raison. Par exemple, il aurait pu offrir avec ce truc de détartrage, c'est tout con, c'est tout con. Il aurait pu offrir, on va y revenir dessus. Euh, il aurait pu offrir, par exemple, faire une offre globale avec un petit stylo à 0,43, un dentifrice au charbon. C'est tout con. Mais là, j'aurais même pas cherché. Un petit truc en plastique, vous avez vu, voilà, kit de blanchiment dedans. Ben, c'est parfait, c'est ça. Il aurait pu mettre ça, un petit miroir. Parce que pour aller, si vous faites détartrer les dents, pour aller chercher à l'intérieur, c'est là où il y a le plus de tartre, ben, c'est bien d'avoir un miroir. Ben, tout ça, il aurait pu le faire. Et ça, c'est la personnalisation. C'est la personnalisation, c'est simple à mettre en place, ça coûte pas cher et ça vous permet de vendre beaucoup plus cher. Si j'avais eu tout ça dans une offre, peut-être que j'aurais été prêt à payer 40 euros. Et le mec, il rajoutait quoi? Il rajoutait, si on prend les produits, après, je ne m'y connais pas énormément, mais il prenait le produit à 9 euros. Il rajoutait la brosse à dents à 2,45 € et rajoutait le miroir à 1,38 €. Il mettait son produit à 39,90 €. Ça aurait été beaucoup plus difficile pour moi de rassembler tous les produits. De rassembler tous les produits que d'avoir une offre. C'est de la personnalisation. Et rajouter en réalité, ça lui coûtait 2 euros, ça lui coûtait 4 euros de plus. 4 euros de plus pour vendre 9,90 € de plus. Et surtout avoir quelque chose qui ne pouvait pas être retrouvé. C'est la réflexion de Karim est parfaite et il suffit de rajouter, faire une offre, pas vendre simplement un produit. Donc, il y a beaucoup d'inquiétudes. Il y a beaucoup d'inquiétudes parce qu'ils pensent que ça va faire qu'il va avoir une concurrence plus rude et que ça va faire énormément de transformations qui vont rendre les choses difficiles. Et également au niveau des banques, beaucoup de gens demandent l'avis en se disant oui, on n'utilise que des fintechs, c'est peut-être votre cas. Mais le problème de la fintech, c'est que si par exemple on veut acheter des stocks, si on veut mettre en place un financement, c'est impossible et on n'a pas mis en place on n'a pas travaillé avec une banque physique et par conséquent, on ne va pas avoir accès aux instruments de financement. Les instruments de financement peuvent être des traites à 90 jours, c'est-à-dire qu'en fait, la banque, vous voulez commander 15 000 euros, la banque va payer les 15 000 euros et vous rembourserez la banque 15 250 euros, par exemple. Mais à 90 jours, ce qui vous permet de faire un stock, ce qui vous permet de vous concentrer sur votre pub ou sur votre SEO, mais ce n'est pas possible en le faisant qu'avec des fintechs. Et on a toujours dit aux gens les fintechs. Alors, les fintechs, ça va être en France, principalement, c'est Conto et Revolut, ce qui est très souvent utilisé. Après, peut-être que vous en avez d'autres qu'on ne connaît pas. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Donc, ça, c'est l'avis TransferWise, ouais, Karim, exactement pareil. Ouais. TransferWise. Mais toutes ces banques, elles sont bien pour encaisser rapidement, ça ne coûte pas cher, mais aucun outil de financement, aucun crédit possible. Et le problème, si demain vous rentrez dans une banque comme la BNP, la SOG ou n'importe quelle banque, il va vous falloir au moins un premier bilan pour pouvoir emprunter, pour pouvoir rassurer le banquier, pour pouvoir prouver un business plan et tout.
Et ça, c'est le principal. On a énormément de personnes qui nous demandent sur les banques comment se construire ce qu'on appelle une réputation bancaire en quelque sorte, pour qu'on puisse vous prêter de l'argent facilement et que vous puissiez en emprunter parce qu'il va falloir mettre plus d'argent en 2021 pour faire du dropshipping. Il va falloir mettre plus d'argent, les marges vont être plus faibles et donc il va falloir faire attention de ne pas se tromper. Bref, ça c'est le ressenti que je partage avec vous. C'est cadeau, ça vous évite 18 heures de séance de coaching. c'est cadeau. Regardez dans le passé. Et ouais, non, mais Alexandre, toutes les banques. Et demain, tu vas acheter un stock, tu as 20 000 balles à acheter pour vraiment avoir des prix pas chers, pouvoir avoir un avantage compétitif sur le prix, sur les offres et tout, pour faire de l'emballage et tout. Sinon, si tu fais de l'emballage à l'unité, ça va te coûter un prix. Tu as intérêt d'avoir des partenaires financiers. Et il n'y a pas une personne qui a réussi dans le monde des affaires qui n'avait pas des banques derrière. Bernard Arnault, sans le LCL, il aurait 0 milliard. Ça, c'est clair, net et précis. Pareil pour François Pinault de Kering, pareil pour Patrick Drahi de SFR. Ces mecs-là, ils se sont bâtis des fortunes, mais parce qu'ils avaient un soutien bancaire et qu'ils savaient utiliser les banques. Ils auraient eu TransferWise, mais Patrick Drahi serait… Trump, n'en parlons même pas. Patrick Drahi serait toujours en train de vendre du câble dans une petite société à Cavaillon et peut-être vendre des melons sur le côté. Donc, les banques, c'est absolument nécessaire et avoir un historique bancaire, c'est fatal. Donc, regardez dans le passé, j'ai envie de prendre le marché de l'automobile. Alors, ça peut vous paraître complètement déplacé, mais donnez-moi quelques minutes pour justifier. Pourquoi regarder dans le passé? Je sais que vous êtes fan des citations. Plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous verrez loin dans le futur. C'est une citation de Winston Churchill. C'est un grand stratège Seconde Guerre mondiale. Moi, j'adore ce mec. J'adore ce mec. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a été un fin stratège. Par contre, quand il est arrivé en période de paix, c'était un homme politique de merde. Donc, dans l'automobile, il y a eu 3 périodes. Il y a eu 3 périodes qu'on va voir ici et qu'on va voir rapidement. Il y a eu des dropshippers de l'automobile. Des dropshippers. Et ça va être intéressant. Les concessions automobiles de 2003 à 2006, ça a été des grosses marges. Ça a été les années fastes de l'automobile, sans jeu de mots. De l'automobile en France, les concessionnaires automobiles gagnaient des fortunes, faisaient des gros chiffres d'affaires, avaient des gestions plus ou moins chaotiques, mais gagnaient tellement d'argent qu'ils pouvaient se permettre de ne pas gérer très bien. Il y a eu une deuxième période qui a mis un premier coup d'arrêt à l'automobile, c'est 2006 à 2010, où il y a eu l'arrivée des dropshippers dans l'automobile. Le dropshipper dans l'automobile, c'est ce qu'on appelle un mandataire. C'est-à-dire qu'il n'a aucun stock, il n'achète que quand le client le paye, et c'est tout ce qu'il fait. Donc, c'est exactement ce que vous faites aujourd'hui. Le dropshipping, c'est quand le client vous paye, vous achetez le produit. Donc, il y avait les mandataires automobiles. Et après 2010 et jusqu'à aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui, ça s'accélère énormément, c'est une concentration dans les groupes automobiles. Qu'est-ce que j'appelle concentration? C'est que, par exemple, aujourd'hui, pour être rentable dans l'automobile, vous n'avez plus une concession BMW, vous en avez 5. Si vous n'en avez pas 5, vous n'êtes pas rentable. Il y a eu des gros groupes qui se sont construits, qui sont à l'origine de fortune française. Si je ne dis pas de bêtises, il y a Neubauer. Il y a ça, Neubauer à Paris, ça va vous parler. Et vous avez le groupe Schumacher, je ne sais pas comment ça se prononce, pareil, en région parisienne, qui commence à prendre énormément de place. Et après, il y a des groupes en province.
Sonoto, des trucs comme ça. Donc, mais bon, on va pas faire une étude du marché automobile ici. C'est juste pour prendre l'exemple. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'arrivée des dropshippers de l'automobile. Alors, pourquoi dropshippers de l'automobile? C'est qu'à cette époque, les mandataires, donc on va les appeler les dropshippers, ils avaient une petite magouille qui permettait de frauder la TVA. C'est ce qu'on appelait à l'époque la fraude carrousel. C'est-à-dire qu'ils arrivaient à acheter des voitures hors taxe et les vendre comme si elles étaient TTC. Ils se foutaient la TVA dans la poche. Enfin, ils ne se la foutaient même pas dans la poche, ça leur permettait de vendre moins cher. Ça leur permettait de vendre moins cher que les concurrents. Donc, comment ils faisaient? La fraude carrousel, c'est un ménage à trois. On peut appeler ça un threesome, si vous voulez. C'est un concessionnaire qui se trouvait en Allemagne. On avait une facturière en Espagne. Alors, ça pouvait être en Espagne, en Bulgarie, en Roumanie, mais généralement, c'était l'Espagne. Et on avait une magnifique automobile. Alors, vous allez voir, mes capacités de dessin, elles sont aussi grandes que mes capacités de marketing. Ouais, on dirait plus un char qu'une voiture. Bref, vous avez compris, c'est une voiture. Qu'est-ce qui se passait? Et vous aviez le client qui était là. Et vous aviez le dropshipper. On va le mettre. Il était là. Qu'est-ce que faisait le dropshipper? Le client allait voir le dropshipper. Le dropshipper trouvait la voiture TTC. Merde, avec la couleur de la Pologne, c'est pas. Il faut chier ces Polacs. Il trouvait la voiture TTC. Par un jeu de facturation, c'était une société espagnole qui achetait la voiture et qui l'achetait en hors taxe, parce que c'était ce qu'on appelle une livraison intracommunautaire. Donc, elle arrivait en hors taxe ici. Et là, par un jeu de magie, on transformait la facture en hors taxe en TTC. C'est fraude carrousel. Et la voiture revenait en France sans être passée en Espagne. Ceux qui allaient en Espagne, c'était juste la facture. Le mandataire, il allait directement chercher la voiture en Allemagne, il la descendait. C'était juste la facturation et l'argent qui passait par l'Espagne. Et ça leur permettait de vendre des voitures pour beaucoup moins cher, comme on va le voir avec un exemple. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, vous pouvez, les commentaires sont ouverts. Prenons un exemple. On va prendre une belle Porsche. Vous êtes tous des futurs conducteurs de Porsche, j'espère. Avant que les écolos nous empêchent d'en avoir et qu'on doive tous rouler en vélo électrique. Vous aviez un concessionnaire Porsche en France. Donc, le concessionnaire Porsche, vous les voyez, ils ont les beaux locaux avec plein de voitures, des très très belles nanas à l'accueil. Ils ne vont pas vous mettre des boudins pour vous vendre des voitures à 100 000 balles le ticket d'entrée, mais des très, très belles nanas à l'accueil, des vendeurs, des mécanos, des préparateurs, des conseillers commerciaux, enfin tout ce qu'on trouve dans une concession. Et donc, il avait des frais. De fonctionnement. Le local coûte de l'argent. Les employés, ça coûte de l'argent, les charges, les impôts et tout. Et à côté, vous aviez le dropshipper. Le dropshipper qui était le mandataire automobile. Et il y avait exactement... ce montage était propre aux voitures allemandes. Généralement, les voitures, c'était voiture allemande, Alexandre, mais ça pouvait être une Peugeot, qui se trouvait en Allemagne. Il fallait absolument qu'elle soit dans un autre pays. Donc ça pouvait être une Peugeot, une Lada, ça pouvait être une Dacia. Bon, ça n'existait pas à l'époque. L'intérêt, c'est de le voir avec des gros chiffres. Et la Porsche, on m'a dit en marketing, ça marche. Donc, on prend l'exemple de la Cheport, quoi. Le concessionnaire, il vend sa 911. Bon, les prix ont augmenté depuis. Il la vend 120 000 euros TTC. Le mandataire, il va l'acheter 120 000 euros TTC en Allemagne,
Mais ces 120 000 euros TTC vont devenir du hors-taxe parce que c'est une livraison intracommunautaire. Donc, sur la facture allemande, ça va être 100 000 euros hors taxe. Et par un jeu de magie, rien dans les mains, rien dans les poches, blam, ça devenait du TTC d'un coup. Je vais mettre en rouge. Ça devenait du TTC. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour la même voiture, le concessionnaire, il se retrouvait à 120 000 balles et le mandataire, il la vendait et il la touchait à 100 000 balles. C'est-à-dire que s'il la mettait à 109 000 euros, le mandataire, il se mettait une marge à 9%. 9% et ses frais, c'était zéro. Hein. Ses frais, c'était zéro. C'est-à-dire que le mec lui versait 109 000 balles sur le compte, il achetait la voiture 100 000 balles, il prenait un avion, il mettait à tout péter 150 euros de plaque de transit, il devait mettre 300 euros d'essence et 50 euros de péage et un petit total wash à 10 euros pour que ça fasse propre, quoi. Et 3 plaques à 2 euros chez Noroto, quoi. Et une assurance temporaire, mais qui est avec les plaques de transit en Allemagne, si je ne dis pas de conneries. Et donc, il avait des frais de zéro. Le concessionnaire, mais pour vendre, pour être plus intéressant que le mandataire, il devait faire 10% de remise. 10% de remise. Et il avait un local à payer, il avait des employés à payer et il avait une assurance et tout le reste à payer, tout ce qui va, des impôts et compagnie. Techniquement, marge sur une cheport, je dirais que c'est chez le concessionnaire, il doit avoir 14% avec toutes les aides, je dirais dans ces eaux-là. Après, il peut avoir des primes de fin d'année, les marges arrière, j'avais bossé sur un rachat d'un gros bout de concession, donc c'est infernal à comprendre comment ça marche, mais grosso modo, 14%, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que le mec, il lui restait quoi? Il restait 4 000 euros de marge. Il restait grosso modo 4 000 euros, on ne fait pas les chiffres ronds, tandis que le mandataire, le dropshipper, lui, se foutait 9 000 balles dans la poche. Et c'est pareil. C'est pareil. Bien évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, les gens ont senti… où est la société espagnole? J'imagine que tu vas l'expliquer parce que ton mandataire, il est censé ajouter la TVA-FR du… Alors, on va le voir. Je vais passer sur l'écran. Normalement, vous devez le voir. En fait, c'est que la société, c'est juste un jeu de facturation. C'est juste soit ils récupèrent, soit ils vendent en hors taxe, ils récupèrent. C'était également la fraude TVA sur le carbone, le CO2. Il y a le film avec Benoît Magimel dessus qui est assez intéressant, où en fait, l'État vous rembourser la TVA alors que vous ne l'aviez pas payé. Ça, c'était un truc similaire, mais sur la récupération de la TVA. Et ça s'est traduit par… après, voilà, ça s'est passé… ensuite, ils ont vraiment tapé fort sur les mecs. Une belle Lambo, 67, donc c'est la frontière allemande, je dirais. Mais là, ils ont tout saisi, eux. Ils ont tout saisi, j'ai l'impression. Ils ont saisi pour 1,6 million. Les annonces sont toujours en ligne. Et après, c'est les particuliers qui se faisaient contrôler à TVA, contrôler pour la TVA, pour les fraudes de la TVA carrousel, engrange des milliards de pertes d'euros pour l'État. Et témoignages de clients contrôlés pour la TVA. Nous cherchons des témoignages, acheter une occasion 100% clean. Ça, on s'en fout. Pour revenir à ta question, Alexandre, c'est juste un jeu de facturation, en fait. La voiture, elle ne passe pas en Espagne. Elle ne passe pas du tout en Espagne.
tu as un carrousel, c'est généralement ce qu'ils appellent des triangulaires, c'est-à-dire 3 intervenants. Tu as le concessionnaire allemand, lui, il n'y est pour rien. Tu as une société facturière en Espagne et tu as le mandataire français et on va mettre le petit nuage, c'est le client. Je n'avais pas de bonhomme. Ça, je vire, je vais mettre ça. Donc, en fait, comment ça se passait? Là, tu avais le concessionnaire allemand. Allemand. Alors lui, il n'était pas tellement pour quelque chose. Hein. Lui, il respectait les règles. Là, tu avais une société facturière. C'est-à-dire, elle faisait c'était une boîte aux lettres. L'Espagne était très spécialisée. C'était une espèce de paradis fiscal. Beaucoup de sociétés écrans, très peu de communication. À l'époque, hein. Maintenant ça a changé. Facture, c'était une espagnole. Et là, tu avais le mandataire français. On va essayer de le faire dans le sens. Vous aviez le client ici. Le client disait je veux une Porsche. Je veux faire ma pupute sur Instagram. Je veux lever des gonzesses. Il me faut une Porsche et le moins cher possible pour que je fasse riche et que je m'endette sur 80 ans. Je déconne, hein, s'il y a des conducteurs de Porsche. Donc, le mandataire, qu'est-ce qu'il faisait? Au lieu d'aller sur AliExpress, il allait sur un truc Autoscout, il allait sur un site d'annonces allemand et il trouvait une Porsche là, une deuxième là et une troisième là. Et il disait, lui prenait, celle-là, elle était à 120 000 TTC, celle-là, elle était à 121 TTC, celle-là, elle était à 123 TTC. Donc, on va dire, on va faire simple, hein, ce n'est pas les bons chiffres, donc pour passer en hors taxe, on va dire, ben, celle-là, elle faisait 101 hors taxe, 100 hors taxe, 101 hors taxe, 102 hors taxe. OK, pour faire simple. Qu'est-ce qu'il faisait le mandataire? Donc, il trouvait les trucs, il faisait exactement comme un dropshipper. Il prenait les annonces sur les sites, il les mettait dans un mail, il recopiait l'annonce en la traduisant, il disait magnifique Porsche 400 chevaux, celle-là elle va faire tomber la culotte des nanas en 3 secondes 0,5 et vous serez à 100 km/h en 4 dixièmes supplémentaires. Il lui vendait tout et le client disait ok, ben, le client, elle est blanche, ça fait classe. Donc, je prends celle-là à 101 000. Enfin, pas à 101 000, l'autre, il rajoutait sa marge. Il disait ben, celle-là, je peux te la choper. Merde. Je peux te la choper à 110, celle-là, je te la chope à 111 et celle-là, je te la chope à 112. Enfin, il ne lui donnait pas les prix que lui touchait, sinon ça allait. Il n'allait pas gagner beaucoup d'argent. Donc, le truc, le client sélectionne celle-là. Cette voiture, elle est à 121 000 euros TTC en Allemagne. Le client vire 111 000 euros chez le compte du mandataire. Qu'est-ce qu'il fait le mandataire? Il appelle la société en Allemagne. Il lui fait « Hi, je veux Porsche ». Et il fait facturer la concession allemande. Il fait facturer-moi ma société espagnole. Alors, c'était tout le temps des noms. Ça devait être Speed Car, Consult Car, que des trucs comme ça. Donc lui, vu qu'il facturait Speedcar SL, Societat Limitada en Espagne, qui avait un numéro de TVA espagnol, ES 82 32 XXX, on s'en branle. Donc, vu qu'il facturait une société
en Allemagne avec un numéro de TVA, comme quand Facebook vous facture hors taxe. Donc, il facturait, la facture, elle arrivait là, elle arrivait à 101 000 euros, 101 000 euros hors taxe. Et là, par un jeu de magie, c'était là que la magie passait, ben, c'était limite ça. Hein, c'était limite ça. Il refaisait une facture de l'espagnol directement au client. Et là, en fait, c'est presque ça. Hein. Il prenait une gomme, il faisait comme ça, et il mettait sur la facture TTC. Vu que la TVA, elle était, la TVA, les règles de TVA, on doit la payer qu'une seule fois, et si vous la payez en Allemagne, ben, vous ne la payez pas en France. La voiture, lui, il arrivait, le mandataire arrivait au service des impôts des entreprises, au SIE, il disait voilà ma facture TTC, délivrez-moi un quitus fiscal, comme quoi c'est bien une voiture TTC. Il présentait une facture 101 000 euros TTC. Les mecs aux impôts, prix des Porsche en temps réel, ils ne s'y connaissent pas trop. Ils délivraient le quitus fiscal. Le quitus fiscal, vous alliez à la préfecture, vous immatriculiez la voiture, et ni vu ni connu. Et la TVA, adios amigos. Voilà comment ça marchait. Mais la voiture en soi, elle était en Allemagne. Ah, putain, on dirait plus un break qu'une voiture, quoi. Le mandataire, il allait la chercher directement en Allemagne, il la conduisait directement au client. Elle passait jamais en Espagne. C'était juste la facturation qui passait en Espagne. Est-ce qu'il y a des questions? Martiane, des questions? Parfait. Et l'Espagne, elle s'en foutait. L'Espagne, elle s'en foutait. Les fraudeurs ont tout le temps un peu d'avance. Hein. Les fraudeurs ont un peu d'avance. Hein. Ça, il faut pas croire. Et de toute façon, il faut frauder pour que l'administration chope ensuite. La société a été fermée, ils en rouvraient une autre. Mais je suis sûr que si vous allez sur YouTube, je suis sûr que vous allez trouver des. Vous devez avoir un reportage YouTube. YouTube, on va s'amuser à mettre un TVA Espagne voiture. Ah ben. Est-ce que vous entendez le son avec cette super pub qui est horrible? Je ne sais pas si vous avez... Déjà, c'est la concurrence déloyale parce que en mettant vous entendez rien du tout avec le son? Ah merde. C'est pas possible. Ben, je vais vous mettre le... Je vais vous mettre le lien. Et, ben, c'est exactement ce qu'on a expliqué par la... c'était le dropshipping à l'époque. C'était le dropshipping à l'époque. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Les mandataires, bon, c'est plus possible de le faire. Bon, il y en a qui arrivent à le faire. Il y en a qui arrivent à le faire. Il y en a qui arrivent à le faire. Et il y a même Cross-Border Investigation, Grand F Europe, la fraude à la TVA Carousel, un article. Mais à l'époque, si tu veux, c'est comme aujourd'hui où les gens ils te vendent des formations sans foutre de TVA. Parce que c'est des nouveaux courants. Et après, tu te dis, mais
il fallait être complètement con. Peut-être dans 5 ans ou 6 ans, tu te diras, putain, mais ils étaient complètement cons. C'est tellement simple de les remonter avec les processeurs de paiement. Tu te diras ça. Hein. Et les prête-noms, ouais, le prête-nom aujourd'hui, il ne sert pas trop parce que si tu prends un clochard et que tu le désignes en tant que bénéficiaire économique d'une société, ça va être un peu difficile. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé pour finir? C'est que vous avez les sociétés sur l'automobile, les concessionnaires. Ah merde, c'est dégueulasse. Oh, on est dimanche soir, on peut être léger. Hein. Les concessionnaires, ils se sont regroupés. Donc, il y a eu un mouvement de concentration. Et aujourd'hui, une concession indépendante ne peut pas tenir. Ils se sont mis à plusieurs. Et ça a été un groupement. Et ils ont proposé plus de services. Parce que les marges, sinon, elles étaient plus faibles. Plus de services. Notamment des services de ce qu'ils appellent de financement. Et aujourd'hui, c'est le seul avantage. C'est que, par exemple, pour éviter que le Français il aille acheter directement en Allemagne sa voiture, ce qui est largement faisable. Hein. Vous avez un site Autoscout, vous allez trouver les annonces. Il ne peut pas aller acheter en Allemagne s'il n'a pas un financement et que la société n'est pas en France. Donc, les concessions se sont vraiment concentrées sur le financement pour avoir un avantage et les gens normaux, ceux qui vont chercher sur AliExpress votre produit, ils y vont, mais ils ne peuvent pas financer, vu qu'aujourd'hui, quasiment tout le monde finance ses achats automobiles. C'est comme ça quand même que Sogélise, c'est la branche de location de leasing longue durée de la Société Générale. C'était la branche qui a généré le plus de bénéfices par rapport à sa taille dans le groupe Société Générale. Donc, on est passé de concessionnaires qui étaient tout seuls, qui se sont fait concurrencer par des dropshippers, les mandataires, à des concessionnaires qui se sont mis en groupe. Concession 1, concession 2, concession 3. Ils se sont mis en groupe et ils ont proposé plus de services. Et aujourd'hui, les mandataires, ils sont allés faire autre chose. Aujourd'hui, les mandataires, qu'est-ce qu'ils font? L'escroquerie du moment, c'est quoi? Enfin, l'escroquerie du moment, je vais vous en parler avec un peu de temps de retard. Ça va être les pompes à chaleur, l'isolation à 1 euro, les trucs comme ça, là. Le crédit rénovation, tout ça. Maintenant, les mandataires, ils sont allés sur ça. Il n'y a plus de mandataires, ou très peu qui le font. Donc, est-ce que le marché du dropshipping va suivre le marché de l'automobile? C'est possible et ça va obliger des regroupements, ça va être obligé d'être gros et les indépendants tout seuls, ils n'arriveront plus à tirer leur épingle du jeu car contrairement, comme dans l'automobile, il y aura plus cette possibilité de bénéficier de la TVA pour avoir un avantage compétitif et tout ça. Voilà. Donc maintenant, c'est la partie échange. C'est la partie échange. Donc, normalement, vous pouvez tous activer vos micros. On va essayer que ce ne soit pas le bordel ou utiliser les commentaires. Donc, si vous voulez dire des choses, n'hésitez pas, ça peut être intéressant. Merci Alexandre. Il n'y a pas de commentaires? Personne? Il n'y a que des timides? Mais pas de questions. Pas de questions. Donc, j'en conclus que j'ai raison. Non, je déconne.
Ah, Karim. Ouais, ouais. En fait, ce que je pensais, c'était plus par rapport à ce que tu disais à la fin. À mon avis, il ne va pas y avoir de regroupement, mais la seule chose, c'est qu'il va y avoir, c'est ce que tu disais peut-être au début, il va y avoir un droit d'entrée, entre guillemets, pour faire du dropshipping un peu plus fort. C'est-à-dire qu'avant, tu pouvais commencer avec 0 €. Peut-être que maintenant, tu ne pourras pas commencer à 0 €. Il faudra payer pas mal de choses avant. Donc, du coup, les gens qui n'ont pas un minimum de bas de laine ne pourront rien faire, en fait. Ouais, ce qui va faire une concurrence directe entre le dropshipping et Amazon FBA en quelque sorte. Tout à fait, ouais. Sauf que tu ne paieras pas les taxes Amazon, mais après, tu les gagnais en publicité aussi. Donc, du coup, c'est vrai que Voilà. ça va faire une concurrence. Ouais. Ah, Kani a activé son Hmm, micro. ouais, je suis arrivé un peu tard là sur la fin. En fait, le droit d'entrée qui va être créé, ça va être plutôt une complexification qu'un droit d'entrée. En gros, les gens vont devenir plus carrés et arrêter d'improviser tout et n'importe quoi et après courir derrière un homme de loi ou quelqu'un pour régulariser la situation. Il y aura Non. aussi de l'argent parce que, pardon, excuse-moi. Ah non, C'était pour vas-y. dire que, en fait, il y aura aussi un peu de service. C'est-à-dire que si tu veux être meilleur que le dropshipper d'à côté, il faudra un peu de service. Donc peut-être que toi, tu vas livrer en 2 jours plutôt que d'attendre un mois chez les Chinois. Donc du coup, il te faut un peu de stock. Donc c'est pas du vrai dropshipping, ça serait de la vente. Donc c'est plutôt comme ça que je voyais le droit d'entrée. C'est que tu auras un minimum de stock pour pouvoir rendre un service un peu meilleur, quoi. En fait, ce qu'on dit souvent, c'est que les gens sont prêts à payer l'immédiateté, c'est-à-dire le recevoir demain. Si je le reçois demain, je suis prêt à payer un peu plus cher. Même si je le trouve moins cher ailleurs, je m'en fiche. Donc c'est ça que tu pourrais un peu améliorer dans le dropshipping si tu avais les moyens, quoi, en fait. Il faut trouver le produit qui va bien et tout, hein, comme d'hab, mais je pense Ça, que c'est plus ça. En tu vas gros, prendre un tu risque veux en dire que faisant ça. c'est-à-dire que effectivement déjà tu as un deuxième frais à prendre en compte quand tu renvoies le produit, et puis en gros ça partirait du principe que les gens vont arrêter d'être au moins 10 ans. Tu vas avoir une augmentation de la qualité, quoi. Ouais, c'est ça, c'est le service. C'est ce que tu disais Mhm. avec les vendeurs d'automobiles. Tu as le financement que tu ne peux pas aller avoir ailleurs, bah là ce sera pareil, tu auras l'immédiateté que tu n'auras pas ailleurs, quoi. Ah, mais super lien. Comment tu le trouves, Karim ou Kani, le lien avec l'automobile? Ouais, et dans le chat, comment vous le trouvez? C'est la m- Alors, Il est au milieu, 6h56. Le YouTube, c'est ça? Non, non, le lien fait entre le dropshipping et qu'on a fait entre le dropshipping et le marché de Ah, bah, l'automobile. c'est quand tu disais qu'il y avait un regroupement. Quand Hum. tu disais qu'il y avait un regroupement de concessionnaires, là sur le dropshipper, je vois mal des dropshippers se mettre ensemble pour pouvoir vendre. Mais par contre, ce qu'ils peuvent faire, c'est améliorer le service. Et là, le lien, il est là, c'est sur l'augmentation de la qualité. C'est-à-dire que le dropshipper, ton Seven Smile par exemple, je suis pas sûr que tu recevais ton produit le lendemain, tu vois. Ah Tu non, devrais le recevoir pour. je le recevais aussi rapidement que si je le prenais sur AliExpress. Oui, c'est ça. Donc du coup, si tu veux améliorer le service parce que Ah, c'est demain il y a de sûr la que ouais, concurrence, c'est sûr que voilà. si je le recevais en moins de 3 jours ou Ouais, 5 c'est ça. 4 Si tu vas jours, sur Amazon, tu le trouves là, tu l'achètes à 10 €. Si tu le trouves à 15 €, tu l'achètes, quoi. Parce que voilà. tu le veux l'avoir pour demain, parce que je sais pas quoi. Et pourtant, c'est 50% de plus, hein. Mais c'est pas grave. Non, non, et c'est le service en plus où le mec, ben, ça c'est ce que j'appelle moi le dropshipping classique qui est pour moi voué à disparaître. Peut-être que je suis trop sévère, j'ai rien contre le dropshipping, mais celui-là est voué à disparaître parce que pour, euh, pour être rentable, il va falloir tellement acheter en quantité qu'on ne pourra pas se permettre de tester un produit. Si tu as 1000 produits ou que tu achètes 1000 ou 5000 produits, que tu te retrouves avec cette quantité et que tu n'arrives pas à la refourguer, tu vas le sentir passer, quoi. Surtout si tu payes de la pub et que ça avance pas, quoi. Et ça va, comme le dit The Martian, ça va se professionnaliser. C'est intéressant parce qu'indirectement, ça va laisser de la place aux gens qui vont bien faire les choses. Et ça va éliminer cette concurrence des personnes qui font mal les choses, des personnes qui le font en mode pirate et en mode simple. Moi, j'ai énormément de respect pour les mecs, des gens qui gagnent de l'argent en dropshipping. J'ai du respect parce que
pars du principe que j'en serais pas capable de le faire, ou peut-être que c'est moi qui me fais une fausse idée, mais la façon dont ils le font et la façon dont ils ont structuré leur business et tout ça, ils vont pas pouvoir évoluer, ils vont pas avoir les fonds propres pour financer du développement, pour la prise de risque, du financement et tout. Euh, ah, alors, Pascal, l'idée même du drop, c'était de ne pas avoir de stock au début afin de tester sa niche. Ne va-t-on pas perdre ce côté et avoir plus de perte d'argent si les produits ne se vendent pas? C'est-à-dire avoir des stocks invendables. Ben, en fait, à mon avis, tu vas tester tes premiers produits. Tu vas tester tes premiers produits à perte pour tester ta niche avant d'acheter un gros stock et pouvoir mettre le juste prix. Oui, ce que faisaient avant les commerçants quand ils testaient la réalité d'un marché, savoir si ça se vendait ou pas. C'était une Mm. prise de risque. Là, il y avait justement la suppression du risque du fait qu'il n'y avait pas de stock du tout. Mais le risque se résumait, on va dire, à lancer des pubs et à prendre un abonnement Shopify qui est pas astronomique. Exact. Exact. Ouais, j'ai activé le micro, c'est plus simple. Ah oui. Eh ben, bonsoir Pascal, t'es arrivé un peu Bonsoir, après. bonsoir. Ouais, parce que je suis rentré d'Italie et j'étais à l'aéroport. Là, je suis arrivé il y a 18h30 à la maison. Ah ouais. Ah, mais ça, je pense que je la mettrai sur YouTube parce que je pense que c'est des sujets qui intéressent les gens. Et, Ouais. euh, et surtout, euh, ouais, ça va rendre le business. C'est toi qui disais, non, c'est The Martien, le professionnaliser. Ça va rendre le dropshipping, ben, ça va mettre des barrières à l'entrée. C'est-à-dire que pas n'importe quel con qui va tester un produit, c'est pas péjoratif, attention, pourra faire des scores de fou furieux comme ça. Ça Mais c'est serait. presque un Mais, avantage, hein. ouais. Enfin, vas-y, Karim. Mais ça évitera que n'importe qui fasse n'importe quoi, quoi. Et après, que ça donne une mauvaise aussi vision des vendeurs comme ça. Bah, je comprends le point de vue mauvaise qualité, délai de livraison interminable. Mais là, au moins où j'ai vu, moi, je suis en plein développement justement de ça. Je ne vends pas encore, mais là où je voyais en fait l'intérêt, c'est justement de pouvoir, parce que je vois que The Martian m'a répondu en disant le principe, c'est d'acheter du stock quand il y a un produit qui fonctionne. Mais en effet, c'est avant d'acheter, justement, là, comme tu dis, c'est avec cette transition, si on est obligé de faire du stock avant de vendre, on perd justement ce côté zéro risque pour moi. Et du coup, on aura Non, forcément le risque de perdre de l'argent. tu peux le faire que sur des produits gagnants. Les produits que tu sais que tu en vends 10 par mois, alors je ne sais même pas si 10 c'est jouable, mais peut-être une centaine par mois, tu peux en mettre 10 en stock, tu vois. Tu ne seras jamais perdant. Par contre, tu dropshipperas tout ce qui n'est pas encore connu ou nouveau, etc. Mais Ouais. effectivement, ceux qui n'ont pas déjà eu un produit gagnant auront du mal à se lancer parce qu'ils n'auront pas cette qualité de service, etc. Donc du coup, c'est ceux qui ont plus d'historique qui gagneront. C'est en ça où j'étais d'accord sur l'idée que c'était plus professionnel et que cette idée de prix d'entrée qui serait un peu plus grosse parce que tu es obligé de mettre un peu d'argent et mettre Bien un peu sûr. tes tripes dans le truc parce que Ça va verrouiller pour les produits déjà connus Ouais, les lancements en fait. ouais. Ça va sécuriser les marchés pour ceux qui sont clean. Et c'est ça, ouais, clairement. Après, le J'ai seul truc. oublié. Ah, pardon. Ah, vas-y, Le- Hugo. J'ai oublié de préciser, par curiosité, et j'ai oublié de montrer le mail, j'ai contacté la société du fameux détartreur. C'était l'exemple, je ne sais pas si t'étais arrivé, Pascal. Non. Je cherchais un dentiste et je suis tombé sur une pub pour détartrer les dents, sur un produit qui était en vente à 30 balles ou un peu plus, où je devais en plus payer la TVA. un Et en truc fait, charbonné. non, un truc à ultrasons. Donc, à mon avis, quand Oui, quand ok. il va arriver, je vais perdre une dent ou je vais avoir un trou dans la dent. Mais je suis allé le chercher sur AliExpress et on a vu, je paye 9 euros. J'avais demandé par curiosité, j'avais envoyé un mail pour savoir quel était le prix, FOB Franco On Board, si je commandais 5000 unités. Et pour commander 5000 unités, le prix descendait à 2,70 €. Mhm. Donc, à 2,70 € plus ce transport,
Ça ne va pas être excessif. Là, tu peux te permettre que ça mette 2 semaines à arriver. Oui, c'est clair. Tu te retrouves avec un produit, à 3,50 €. Si tu le mets à 14,80 €, j'ai aucune idée des marges nécessaires par rapport à la pub, hein, donc si je dis une connerie, coupez-moi de suite. Si tu le mets à 14,90 € ou même à 19,90 € avec une livraison immédiate, eh ben, là, je payais 19, même 25 directement. Non, je vois ce que tu veux dire. Mais là, tu te positionnes en tant que si toi tu veux revendre ce produit-là. Oui, sauf que je ne fais pas du dropshipping. C'était juste pour avoir une idée Ouais. de la baisse du prix unitaire si j'en prenais 5 000. Donc, ça Ouais. veut dire poser 20 000 balles sur la table, grosso modo. Ouais, c'est ça, c'est que justement, c'est là où le frein il va être, c'est que il n'y a pas forcément tout le monde qui peut débuter avec 5 000, 10 000, 15 000 euros pour justement démarrer. Parce que là, en fait, du coup, ça deviendrait presque comme un business physique où tu es obligé Ah oui? de mettre ton stock en fait concret pour que le client, quand il ouvre la porte, bah, il y a des Oui, choses à acheter mais en directement. réalité, ça pose pas beaucoup de problèmes quand tu sais que le produit se vend, tu vois. Quand tu Ouais. arrives à vendre une centaine par mois et tu sais que tu vends 100 par mois, tu peux en avoir 20 en stock, il n'y a pas trop de soucis. Mais ça, tu l'as après avoir testé. Du Bien coup, il sûr, faut c'est quand pour même. ça. Le test des nouveaux produits, dropship, tu as raison, tu ne peux pas le faire que sur des produits. Mais tu le feras que sur des produits à forte valeur ajoutée parce que tu sais que tu as des trucs, enfin à forte valeur ajoutée, qui vont te ramener un peu d'argent. Tu ne Ah, pourras pas faire un produit de 10 €, c'est pas possible. non, bien sûr. Après, là où je voulais te poser une question, Hugo, j'en profite. Hmm. Moi, bon, du coup, ça fait plusieurs mois que je travaille dessus. Mais au lieu de passer par la Chine, moi, j'ai parcouru un petit peu l'Europe et j'ai des fournisseurs en Allemagne, en France, en Espagne, au Portugal et en Italie Hmm. pour la niche. Mais moi, je suis en Suisse. Et dis-toi que j'ai passé 2 heures au téléphone avec le département de Berne de la taxation. Ils sont incapables de me dire à qui je dois payer la taxe, à qui je dois payer la TVA. La taxe, en fait, c'est pas toi qui la paye, hein. Pour comprendre la TVA, et pour faire simple, la personne qui paye la TVA, c'est le client final. Une société, ta boulangerie, ton concessionnaire automobile, ton Mhm, supermarché, ne paye pas la TVA. Il la collecte quand tu as le client qui passe, qui achète. Si moi je vais acheter une baguette de pain ce soir ou un McDo, je vais payer TTC. mhm. C'est moi qui la paye. Donc la TVA, c'est tout le temps sur le lieu de ton client. Quand tu vas vendre avec ta société suisse, si tu vas à un Français, tu dois collecter la TVA française et la reverser en France, tout simplement. La TVA suisse, c'est une vente à l'export, elle n'est pas concernée. Par contre, si tu vas à un client en Suisse, tu devras collecter c'est le client suisse qui payera la TVA que tu Ouais. reverseras. Parce C'est que, juste un tiers de parce, confiance. ouais, parce que je vois, parce que typiquement, un des fournisseurs que j'ai en Espagne et en Italie, quand j'achète le produit chez eux, Ils te demandent hors taxe. non, je dois le payer avec la TVA. Eh ben, si tu le payes avec la TVA, en fait, ça fait une cascade. En fait, là, c'est Elle exactement le devient principe. déductible. Elle devient déductible. En gros, tu Sur mon bilan financier. même tout court au niveau Sur ta déclaration de TVA. sur ta En, déclaration. en En fait, tu gros, achètes le produit 10 euros. Attends, mais je vais prendre l'écran, ça va être plus ouais, simple. c'est plus simple. Euh, Ouais, c'est cool. euh, En gros, si tu payes 10 euros de TVA et qu'après tu le revends en France et tu récupères, comment ça s'appelle, 20 euros de TVA parce que tu l'as vendu 2 fois plus cher, Uhum. et ben ce qui se passe, c'est que les... tu vas dire que tu as une partie que tu as déjà versée de ces 20 euros. En gros, tu vas dire à la France, bah, tes 10 euros de TVA que tu as versé à l'Italie, ils vont les demander à l'Italie, toi tu donnes les 10 euros que toi tu as récolté de ton côté. Et en après, fait, le tu as gouvernement. 3 TVA. Tu as TVA payée, Ok. J'ai la peine, d'accord? j'ai vraiment une grosse peine à comprendre le fonctionnement de ça. Bah, Tu c'est as simple, le TVA client il doit déductible. payer à la fin, il paye l'intégralité de la TVA, mais comme la partie de Non, la TVA qui était à payer par le client final a déjà été payée auprès du fournisseur italien ou allemand, etc., Mhm. bah, qui il va y a une lui partie facturer qui le en client fait, final, qui va voilà, facturer. tu dois juste Tu la vas, différence entre les deux. as TVA Ok, parce que payée, TVA, TVA collectée. Ça, c'est celle que tu collectes auprès de tes clients, d'accord? Et tu ouais, as TVA à payer, d'accord? Qui est la différence entre les deux. Donc, imagine, tu achètes ton produit 10 euros au fournisseur, donc ça fait 12 euros ouais, TTC. Donc là, tu as payé 2 euros. ouais, Là, tu le vends 24 euros TTC, tu as collecté
4 € en TVA, parce que tu as vendu 24 € TTC, donc 20 € hors taxe. TVA à payer, tu vas faire 4 moins 2, tu vas devoir verser 2 €. Mais Tout la simplement. difficulté, c'est que c'est pas dans les mêmes pays, c'est ça qu'il voulait dire, je pense. Les pays TVA payés, c'est 2 € en Italie et c'est 4 € en France, par exemple. Ah, mais Ouais, je sais que l'Italie, l'Espagne, mais par contre, là, le dessin que tu as fait, ça me fait comprendre un petit peu mieux. Si, par exemple, je prends l'exemple de l'Espagne ou de la France où la TVA est à 20%, c'est-à-dire que moi, le produit, je vais le payer à mon fournisseur, donc comme tu as dit, 10 € plus 20% de TVA, ce qui fait 12. Hum, Je l'affiche sur mon site, toutes taxes comprises, donc 24 14, euros. 24, oui, pardon. Et donc, donc après, tu tu me dis, ouais, collectes 4 € de TVA, tu en as payé 2, tu dois en On reverser avait 2. déjà Au final, payé tu 2. reverses bien 4 € en tout parce que tu en as payé 2, tu en as collecté 4 et tu en déduis 2. Si par contre tu avais payé hors taxe, bah, tu devrais payer 4 à la fin. ouais. Et Voilà. comme tu en as déjà payé une partie avant, bah, cette partie que tu as payée avant, tu la retranches. Mais ça veut dire que sur mon site à moi, si par exemple, là, je vais juste me mettre sur ma page produit, donc c'est-à-dire que dans le panier, faut que ça soit bien affiché, taxes comprises. Bien sûr. Voilà. Et Oui, bien sûr, tu as même obligation en France de faire une présentation de facture, je crois, de préciser justement la partie hors taxe TVA. du produit alors, et la je partie vois TVA. sur mes C'est pour magnifiques ça que sur pages tous de tes vente, tickets de caisse, tu as systématiquement ta TVA qui est indiquée parce qu'en fait, le mec te précise quelle TVA il a appliqué. Donc en gros, c'est comme la transparence, comme si Ah ouais, tu... ouais, parce que là, je vois, ça m'affiche, par exemple, là, j'ai un produit que je vends, par exemple, 68,90 € et Ouais. ça me met taxe de 4,93 Mais là, euros. t'es en train de dire à ton client que tu vas reverser tout ça à l'État. Mais reverser directement ou fractionner parce qu'il y a une partie qui vient du fournisseur allemand, ça c'est ton problème, c'est ton business. Ouais, bien Le client, sûr. il en a rien à foutre en fait. Ouais, ouais. alors si je vais sur ma magnifique page de vente, Kenny, calme-toi. Je mets par exemple Curaçao. Allez, je vais mettre Suisse. Je vais mettre Suisse. Suisse, Et Suisse. pour la petite histoire, je ne vais pas encore vendre en Suisse parce que vu qu'on ne fait pas partie de l'Union européenne, moi j'ai un problème pour faire passer les produits qui viennent de France ou n'importe quel autre pays de l'Union européenne. Il y a l'histoire du dédouanement plus valeur sur le produit à l'intérieur du colis. Et Oui, pour l'instant, c'est vraiment la caque. Et j'ai regardé, même des grands concurrents, au même typique Amazon, hein, ne livrent pas en Suisse. Et si tu veux te faire livrer quelque chose depuis Amazon, c'est un point relais en France Ils sont ou la en Suisse. Espagne, ou en Italie ou machin. Putain, Donc mais moi, ouais, c'est moi mais qui ça va être j'ai perdu mes sport yeux aussi ou avec. Non, non, t'as pas de ouais, Suisse. j'ai T'as pas pas la de Suisse? Suisse? Non. je peux pas acheter tes formations. Ah si, Est-ce que c'est regardez pas là. rangé dans configuration helvétique Suisse? Ah, Ah Là, ils merde. l'ont rangé là. C'est alphabétique. Si j'ai Suisse, tu vas payer Suisse. Voilà, tu vas payer 830 €. D'accord? C'est du hors taxe. Par contre, Ok. si tu dis que tu es en France, Ouais, tout en haut, tout en haut, tout en haut. ah Tout oui, en haut. Oh, c'est si pas tu rangé dis que par tu es ordre en alphabétique. France, bam, tu passes, tu as la TVA qui est rajoutée, 166 €, tu passes à 996 €. Si tu mets par exemple la Belgique, qui a un taux de TVA plus haut, yep, Mhm. je vais passer à 1430 €. Moi, je reçois toujours 830 €. Que je reçoive Ouais, 830 € ou 996 € et que je redonne 166 €, il me reste toujours 830 € sur le compte. 830 €. Ouais. Donc, en fait, il faut que techniquement, il faut voir avec ton client, ton fournisseur, quelle TVA il applique. Est-ce qu'il applique la TVA en Espagne? Parce que après, les Italiens, niveau TVA, il n'y a rien de plus coquin. Il n'y a rien de plus coquin qu'un Mhm. Italien avec la TVA. Tellement que la TVA, vu que c'était chiant, tu l'as payée en espèces à l'époque. Et c'était la spécialité italienne. Le, le truc, il ne faut pas qu'il te facture une TVA que lui se garde. c'est Speedcar italien. Voilà, ça se trouve, il te fait payer une TVA que pour lui, te facturer plus cher. Techniquement, si tu es en Suisse, il doit te facturer hors taxe parce que c'est un export. Donc, il doit te facturer hors taxe. Mais vu que ta marchandise ne va pas en Espagne et va au client final, il devrait en fait facturer la TVA du client. Ça ssera beaucoup plus simple ensuite. Le plus simple, tu sais que tu te fais pas chier, tu te fous une société européenne, genre qu'est-ce que tu peux te mettre comme société transparente? Tu te mets une société transparente
aux Pays-Bas ou un truc comme ça et qui s'occupe d'avoir un numéro de TVA européen pour collecter et déduire la TVA. Parce que quand tu dis, par exemple, moi, étant donné que mon entreprise, elle est en Suisse, j'ai un numéro fin de TVA, machin, mais quand tu dis, il faut reverser la TVA à la France, c'est-à-dire quoi? C'est qu'il y a un bilan comptable, c'est-à-dire que je dois demander à mon fiduciaire Non, c'est le MOS. Ça sera à travers le MOS. Pas à travers le MOS. En fait, toi, si Tu je vais, t'enregistres à la si je vais TVA en sur France. mon, si je Ah, vais voilà. sur mon, si je vais sur le Teachable, pour montrer à quoi ça ressemble, j'ai mes déclarations de TVA. Je sais, donc, courses. Si je vais sur Borderless, curriculum, je vais voir le preview. TVA, comment remplir sa déclaration MOS. 10 minutes, tu vois. Je dis en Belgique, j'ai 1200 € de vente taxable, ça me fait 260 €. En Estonie, 600 €, ça me fait 120 € de TVA reversée. En France, 10 950 €, je dois reverser 2190,10 €. Au Royaume-Uni, 1455 €, je dois reverser 291 €. Et là, 80 €, 20 € et c'est une TVA à 17%. En fait, il y a un élément que les gens n'ont pas compris du tout sur la TVA et qui me saute aux yeux là maintenant. La TVA, c'est juste on s'occupe pour le client de régler ce qu'il doit en taxes. En gros, tu deviens un collecteur des impôts pour le compte du client. Une fois que tu as compris ça, tu fais ah, je suis collecteur des impôts. Oui, oui. Et je collecte combien d'impôts? Un, il s'appelle la TVA. Une fois que tu as compris ça, tu collectes les impôts pour ton client et tu les reverses au service des impôts. Parce qu'il a la flemme de remplir un document. La seule chose, ou de faire le nécessaire. C'est un peu, en fait, c'est l'impôt le plus intelligent qui a été inventé. C'est une invention française, la TVA, Giscard d'Estaing, si je ne dis pas de conneries. C'est l'impôt qui rapporte le plus à la France et qui lui coûte le moins cher à récupérer. Ouais. Ça a été une exportation française. On exporte nos taxes. Ça a été une exportation à tous les pays qui ont suivi le même modèle. La Suisse pratique une TVA à 8%, si je ne dis pas de conneries. Combien c'était 8 et c'est redescendu à 7,7. 7,7. Et sur les voitures, tu as 4% Il y en a peut-être de plusieurs. plus. Non, la TVA, elle est unique pour le pays. C'est 7,7%. T'as pas un droit d'import sur les voitures à 4% ou un truc comme ça? Alors, j'ai jamais importé de véhicule depuis l'étranger. Ouais, mais t'es sur l'import, t'es pas sur la TVA, c'est encore autre chose. C'est pas la même mécanique. Ouais. Et en fait, tout simplement, tu dois te concentrer. La TVA, c'est le client qui la paye. C'est un impôt que le client paye et que toi, tu es juste le collecteur et que tu le reverses. C'est pour ça que j'aime pas dire payer la TVA, que j'aime bien dire reverser la TVA. Je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est un abus de langage, un peu comme les fauteuils et les chaises. Les gens sont là à pleurer parce qu'ils se disent putain, pourquoi il n'y a pas d'accoudoir sur ma chaise de bureau? Bah oui, mais c'est une chaise. Parce que c'est une chaise, c'est pas un fauteuil. Ouais. C'est pas un fauteuil, voilà. Et là, c'est exactement la même chose. L'abus de langage sur la TVA est martelé et c'est une connerie. Mais là, ce que tu viens de dire, Hugo, ça me fait tilter. Tu vois, c'est vrai que c'est quelque chose qui vient peut-être me faire comprendre. C'est que tu viens de dire, on ne doit pas payer la TVA, on doit reverser la TVA qu'on facture nous-mêmes à nos clients. Voilà. Et donc, à partir du moment où tu as ça dans la tête, tu te dis tout simplement que, en fait, la TVA que tu dois appliquer, c'est le lieu de situation de ton client. C'est pour ça que tu as des seuils de vente à distance. Tu vas appliquer la TVA du pays, de ton pays. Attention, tu n'es pas en Europe, sur la Suisse. Tu vas appliquer la TVA espagnole jusqu'à 35 000 € de vente, ce qui sera ramené à 10 000 balles. Et après 10 000 balles de chiffre d'affaires annuel, tu dois t'enregistrer dans le pays. Et à partir du moment où toi, tu vas enregistrer tes différentes sociétés à la TVA que tu vas payer chez ton fournisseur, tu la récupéreras. Tu la déduiras de la TVA que tu as collectée, que les clients ont payé. C'est bien toujours voir ça. TVA payée, ça c'est toi ce que tu payes. TVA collectée, c'est celle que tu collectes auprès de tes clients. Et TVA payée, c'est la différence entre les deux. C'est la différence entre les deux. Et quand c'est négatif, tu demandes un chèque et tu te prends un contrôle fiscal. Ça, c'est le cadeau. Généralement,
quand tu demandes des remboursements, que tu es en crédit TVA et que tu demandes le chèque à l'administration, ça c'est coucou, tu as deux mecs qui viennent, contrôle TVA. Mais Et du coup, je vous ai pas demandé un contrôle, je vous ai demandé de me rembourser. Ah non, mais on vient vous On vous apporter ramène le le chèque en chèque. main propre. ouais, mais du coup, ça veut dire, ouais, c'est ok, je vois, mais et étant donné que le fournisseur, le produit est moins cher, je paye Tu payes la 20%, différence. je paye. Ah oui, tu payeras toujours de la TVA parce qu'en fait, pour comprendre la TVA, l'idée c'est que en fait c'est une taxe sur la valeur ajoutée que Mhm, les différentes personnes se récupèrent. Si tu prends un cheminement, par exemple, tu prends une forêt, tu prends une société forestière qui vend son tronc d'arbre à 100 euros. ouais. Elle le vend 120 euros à la TTC, à la Société française du meuble, à IKEA France. Mhm, IKEA France paye 120 euros, elle a payé 20 euros de TVA sur cette facture. ouais. D'accord? Donc, elle a TVA payé 20 euros. Elle vend ce meuble 240 euros dans ses magasins. Elle collecte 40 euros. Vu qu'elle Mhm. a payé 20 euros, elle ne rajoute que 20 euros. Tu vends, ouais. Ça veut dire qu'en fait, tu rajoutes à chaque étape du processus la TVA, mais c'est le client final qui la paye. C'est le consommateur. Mhm. Dans le consommateur, ben, tu prends les 3 premières lettres. C'est Voilà. le compte d'histoire. Et c'est pour ça que j'avais fait une vidéo, malheureusement sur Internet, il ne faut pas trop jouer sur l'humour au second degré. J'avais dit qu'il n'y a que les idiots qui payent la TVA, mais les gens ont compris qu'en fait, les intelligents, ils ne payaient pas la TVA. Quand je disais ça, les dropshippers qui payent la TVA, c'est tout simplement les mecs qui n'ont pas pris en compte leur TVA dès le début et qui se retrouvent à la payer eux-mêmes et qui le prennent sur leur marge. Pourquoi? Parce que quand tu achètes un produit en Chine à 10 balles, le dropshipper se dit ben, je vais le mettre à 20 balles. Je vais le mettre à 20 balles, donc j'ai 10 euros de marge. 10 euros de marge, je vais avoir 5 euros de pub. Les chiffres ne sont peut-être pas corrects, vous pouvez me reprendre sur ça, je ne connais pas le ratio. Et il se dit, je me retrouve avec 5 euros de marge. Youhou, il commence en auto-entreprise non assujetti à la TVA. Ce qui n'a pas pensé cet idiot, et ça c'est un manque d'éducation, qui se trouve, on n'arrive pas à trouver l'information facile, c'est que quand tu fais un business plan dans une boîte, quand tu fais des simulations, tu ne mélanges pas des carottes Du et hors-taxe et des du tomates. TTC. Voilà, parce que c'est sûr que si tu prends un prix TTC de vente, si le mec il veut être à 20 euros, ben, il doit se dire je dois le vendre 24,90 €. Parce que quand je serai à la TVA, il ne me restera que 20 euros. Tandis que si tu le vends 20 euros, il va te rester 16,83 €, quoi. En fait, le mec, il vient de déboîter, comment ça s'appelle, 40% sur sa marge. Donc, Voilà, c'est parce c'est qu'il n'a pas juste, pris en amont. au lieu de faire plus 20, il met plus 0. Et après, quand il se prend moins 20, finalement, son business, il C'est descend lui donc qui de la moins paye. 40, effectivement. Et c'est lui qui Et se retrouve à payer une TVA parce qu'en fait, il a peur d'augmenter ses prix et qu'il a mis tous ses prix en quelque sorte en hors taxe dès le début. Et c'est pour ça que je dis, il n'y a que les idiots qui payent la TVA parce que c'est il y a, ceux-là qui n'ont Mais, pas il y a calculé David leur… qui pose une question. Oui, vas-y. ah oui, Après, vas-y, on David. répondra à David. Ah, vas-y, David, il vas-y. pose la question, on ne peut pas récupérer la TVA. En fait, c'est pas que tu peux pas la récupérer, c'est qu'au début, tu fais un choix d'être en franchise de TVA, donc en gros, de pas la considérer. De dire, voilà, comment ça s'appelle, pour l'instant, je la paye pas. Mais quand tu arrives au seuil, tu dois la rendre. Donc soit tes prix ils prennent plus de 20%, et tu dis, bon, bah, il est arrivé une catastrophe, il y a Enfin, tu as une excuse pour justifier tes prix qui vont augmenter de 20%. Parce que maintenant, il Je vais faut te la faire prendre en le compte. schéma, David. Je vais te faire un Et en schéma. fait, au début, Et le tu problème, te c'est qu'il retrouves la comme. paye. Le problème, c'est qu'il la paye. C'est C'est peut-être ça. Pascal qui est en Suisse, c'est ça, si je dis pas de Ouais, bêtises? ouais, je suis en Suisse. Donc Pascal, Alors, en lui, fait, il paye l'auto-entreprise, TTC, mais le truc, c'est que en fait, le mec, il lui a vendu TTC, mais sa TVA, il la récupère pas en fait, il serait pas en Suisse, il serait en France. Tu payes TTC, tu vends TTC, Ouais. bah ton fabricant qui a envoyé le truc, il a récupéré la TVA, alors qu'en fait, toi, tu la fais pas payer. C'est le carrousel. Alors, pour éviter que le carrousel à la TVA il soit actif pour tout et n'importe qui, on a dit, ok, ça, on vous laisse le truc pour vous lancer. Donc, tu fais un carrousel à la TVA, mais c'est légal tant que tu es en dessous des seuils. À partir du moment où tu arrives le seuil, ils disent non, non, maintenant on arrête les conneries. Hein. On vous a fait un truc simplifié et facile pour pas trop prise de tête. Maintenant, Mhm. vous gagnez assez de pognon pour que on récupère la TVA. Ouais.
Et Et donc, en en fait, fait, là, tu pourras toi, tu dire, vas ah payer ben, la TVA, comme je mais payais tu déjà vas pas la TTC, récupérer. comme je payais déjà TTC, ah ben c'est bon, il y a une partie qui est déjà réglée, mais tout ce qui n'a pas été réglé à ton fournisseur, il va falloir que tu la sors de ta poche. Et c'est là que ça fait mal. Ouais, enfin, je pense que là, ce qu'il dit David, le seuil, je pense, ça dépend des pays. Je crois, comme il disait avant Hugo, Ça dépend les pays. l'Espagne, c'est Enfin, pour la 35 France, 000. Non, C'est 100 000, non? c'est les seuils de TVA. En Non, fait, ça dépend. en 82. auto-entreprise, tu ne collectes pas la TVA, mais par contre, tu ne peux Mais pas tu la déduire factures la pas non TVA plus. que tu payes. C'est-à-dire que toi, lui, il va payer TTC. Par exemple, le produit qu'il achète 10 euros hors taxe, il va le payer 12 euros. Il ne pourra pas récupérer les 2 euros de TVA. Mais par contre, si tu le vends 24, tu vas avoir 12 euros de marge parce que tu ne collectes pas la TVA. Tandis que quand tu vas devenir assujetti, le produit à 12 euros, tu auras payé 2 euros de TVA, tu auras vendu 24, tu auras collecté 4, tu pourras déduire ce que tu as acheté et déduire sur tes autres produits. Tu la payes uniquement sur tes prix d'achat. Mais c'est super avantageux. Ça peut être qu'inconvénient si tu vends moins cher que ce que tu achètes. Là, c'est sûr, Ouais, c'est ça. c'est Et il faut inconvénient. calculer sa marge. C'est vrai que, Donc, mais c'est vrai que moi, ça m'avait fait bizarre de devoir payer enfin, au début, quand j'ai trouvé ces fournisseurs, où justement, je paye la TVA à l'achat au fournisseur. Moi, le prix affiché sur mon site, bah oui, je me fais ma marge dessus. Mais c'est là où j'avais de la peine à comprendre, Oui, c'est que je c'est me la dis, TVA. mais La TVA, c'est mais l'un moins l'autre. Ouais, ouais. Par contre, que je tu vois payes. en discutant de tout ça, je suis allé voir sur Shopify, parce qu'ils ont mis à jour, ils ont gravement mis à jour leur système de TVA sur le site. Là maintenant, vous avez l'obligation d'ajouter le numéro d'inscription à la TVA pour les pays pour l'apercevoir. Et je vais juste lire, peut-être que Hugo ou Kani peut me répondre, mais le processus varie en fonction de l'emplacement de votre entreprise et du lieu de vente, ainsi Oui. que des exigences de chaque gouvernement. Le lieu de votre inscription pour percevoir la TVA détermine les taux que vous facturez à vos clients. En gros, l'auto-entreprise, Et l'État ne va pas te demander la TVA en France pour si tu vends à des Français. Mhm. Par contre, les autres États européens, genre la Belgique, peut exiger la TVA dès le premier euro. et c'est Ouais. pour ça que tout sera Parce que simplifié en tu n'es pas en 2021. Belgique. Donc l'auto-entreprise, tu es en France, tu vends en France, l'État a dit, pour nos petits Français qui vendent à des Français qui veulent se lancer, qui veulent se mettre à leur compte, tant qu'il y a moins de 100 000 balles qui passent, on va pas les emmerder avec la TVA parce que c'est compliqué, c'est chiant, etc. Mhm. Ouais. Par contre, la Belgique, elle, tu vends en dropshipping à un Belge, l'État gouvernement, il va faire non mais attends, t'es pas belge, t'es français. Donc toi, dès le premier euro, tu dois nous reverser la TVA que tu vends à des mecs en Belgique. En fait, c'est un impôt uniformisé, mais qui n'est pas uniformisé entre pays. Ouais. Ce qui Ouais. permettra de pouvoir dire, avec la réforme de la TVA qui va arriver, je pense, que en fait, tu te lances à ton compte, tu fais un petit business, la TVA pour la zone Europe, on va pas te prendre la tête avec, peu importe à qui tu vends en Europe. Mhm. Par contre, si tu vends à quelqu'un, je veux dire, en un pays hors de l'Europe, il y a quoi, Les États-Unis. les États-Unis, l'Ukraine ou n'importe quoi, un pays ou un truc comme ça, dès le premier euro de TVA que tu es censé collecter à la personne que tu vends, tu devras les verser. Ok. D'où le bordel quand ça coûte 500, 600 euros et 3 mois pour avoir un numéro pour pouvoir t'enregistrer la TVA du pays correspondant pour pouvoir lui reverser sa TVA. Ouais, c'est ça. Et ils ont rajouté une ligne. Ils disent que pour les clients de votre pays d'origine, votre taux de TVA local est facturé. Ça, c'est normal. Genre, imaginons, Oui. moi, je suis suisse, je vends en Suisse et mon entreprise est en Suisse. C'est normal, j'ai les 7%. Bah non, Mais c'est là, pas par normal contre, si tu es auto-entrepreneur justement parce que c'est une exception. en Suisse, enfin non, en Suisse, de toute façon, je paye Oui, pas vous de n'avez peut-être pas cette TVA. exception-là. Je paye pas de TVA jusqu'à 100 000 francs de chiffre d'affaires. D'accord, ok, bah vous avez aussi donc cette exception-là qui se met en place en Exactement. Suisse. Exactement. Jusqu'à 100 000 francs de chiffre d'affaires annuel. Ouais, ce qui fait 80 000 euros, quasiment, non? Oui, c'est la même Oui, chose bah, que toi. ça 80, ouais, correspond au 90 commerce, 000. à la franchise De TVA en auto-entrepreneur en France. France. Par contre, ils ont rajouté, ils disent que pour les clients résidant dans des pays de l'Union européenne autres que le vôtre, donc c'est mon cas, parce que moi, du coup, je suis en Suisse et tous les autres pays dans lesquels je vais vendre, c'est de l'Europe, le taux est déterminé par le dépassement ou non du seuil d'enregistrement. Si vous ne dépassez pas le seuil, votre taux de TVA local est facturé. Mais c'est-à-dire que dans ce cas-là, Oui, moi, c'est les seuils de vente à distance. ça veut dire que moi, par exemple, vu que je suis en Suisse, que mon taux est de 7,7%, et que la France, c'est à 20%, et que mon fournisseur en Espagne, c'est 20%, si je paye 20% en Espagne et qu'en France, je vais facturer que 7,7%, je perds. Non, ça, tu peux pas, parce que tu es hors Union européenne. Par contre, si tu avais une société espagnole, avec un numéro de TVA espagnol, Ouais. jusqu'à 35 000 euros de vente en France, tu appliques la TVA espagnole.
sous les seuils de vente à distance. Ok. Une fois que tu dépasses le seuil de TVA, c'est-à-dire que en vendant à des Français, tu collectes la TVA au taux espagnol. Donc, ça va être très avantageux, par exemple, si tu es dans un pays avec un taux de TVA inférieur que dans le pays dans lequel tu vends. En Allemagne, la TVA, elle est de 16%. Un Allemand qui vend en France jusqu'à 35 000 euros va appliquer une TVA à 16%. Dès qu'il va dépasser ces 35 000 euros, il ne va plus collecter et reverser la TVA en Allemagne, il va collecter et reverser la TVA au taux français et devra avoir un enregistrement de TVA en France. C'est ça les seuils. Toi, le Mais problème de la Suisse, c'est qu'en fait, tu as une société hors Union européenne, mais exact. il ne peut pas te facturer en hors taxe parce que la marchandise ne va pas en Suisse. Non, non, ouais, exact, ouais, justement. Mais c'est là que je comprends pas, c'est Et que le que seul moyen qu'il aurait pour récupérer la TVA, pour te facturer en hors taxe, ça serait qu'il t'envoie les produits en Suisse, qu'il ait ce qu'on appelle le formulaire EX1 Communauté européenne. Je ne sais pas si j'en ai un pour vous montrer à quoi ça ressemble. Laissez-moi. C'est un formulaire douanier Enfin, d'exportation. tu dédouanes ton produit, tu retires ta TVA et puis Et en fait, le après tu justificatif, il va te. le refais dans l'autre sens. parce Voilà, que il va. Vas-y. ouais, non, c'est juste que ouais, c'est là où je peine vraiment avec cette histoire de TVA avec la Suisse. C'est que là, typiquement, Shopify, en gros, c'est ce qu'ils disent dans leur mise à jour qu'ils ont fait de système de TVA, de percevoir la TVA. Parce qu'en gros, là maintenant, si tu vas dans les paramètres de fiscalité, la TVA dans l'Union européenne, il n'y a rien pour nous, la Suisse. Et là, tout ce qu'ils disent, c'est pour les clients, donc les gens qui achètent sur le site, qui viennent des pays de l'Union européenne, le taux est déterminé par le dépassement non du seuil, machin. Mais si vous ne dépassez pas le seuil, votre taux de TVA local est facturé. C'est-à-dire qu'ils vont appliquer mon taux de TVA suisse sur mes produits que je vends en France qui viennent d'Espagne ou d'Allemagne ou de France ou d'autres pays. La phrase était trop longue, je suis désolé, ça ne rentre pas dans le buffer. Ah, je te jure, j'arrive vraiment pas. Mais je pense que Hugo, il faudrait que je prenne une heure Ouais, avec toi là, tu viens de sécher. Non, mais comment ça s'appelle, il de a mettre rien une dit de spécial. combinée. Il Enfin, a dit qu'il a c'était un récupéré combo. 20% et il paye 7,7. Mais c'est ça, hein, je pense que c'est exactement ça. Tu payes 7,7, mais tu le ferais ressortir. Après, la Oui, règle de mais là, l'entrée il a me payé paraît 20. bonne. Maintenant, la règle sur la sortie, ok. Il a payé 20% en Espagne. Voilà, Il moi, a payé. mon produit, je vais avoir 20% de TVA sur mon produit en Espagne et je le vends en France. Donc, il ne transite pas par la Suisse parce que c'est mon fournisseur directement qui l'envoie en France. Mais Shopify indique que si je dépasse pas le seuil du pays, c'est le taux local de TVA qui est facturé. Et si pour moi, le taux local de TVA, c'est le taux local en Suisse, vu que ma société elle est en Suisse. Oui, mais en fait, non, parce que tu n'es pas une société européenne. Ce n'est possible que si tu as une société européenne. Si le mec, s'il voulait te facturer hors taxe, Mhm. il faudrait qu'il ait ce genre de document, qui est une preuve de sortie du territoire. État de la déclaration BAE, ça veut dire SOR, sortie. C'est-à-dire que Ouais. le bureau, il est bien arrivé. Et quand le mec, il reçoit ça, il voit par exemple que le pays d'expéditeur Autriche, il voit montant total facturé 57 000, le moyen de transport, c'est le camion. Et en fait, tu vas lui envoyer ce document et lui va pouvoir justifier la vente à hors taxe. Mais vu que toi, il ne te livre pas le produit, Exact. vu qu'il ne te livre pas le produit en, qu'il te livre pas le produit, ben, tu ne peux pas récupérer la TVA parce qu'il En ne fait, peut. pour les ressortissants européens, il y a un circuit administratif et de justification qui n'est pas le même que celui du produit. On peut le faire, Tu devrais c'est-à-dire que mettre une succursale. Si tu veux faire les choses correctes, t'as quoi? T'as une SARL ou t'es Je suis en raison individuelle. en réseau individuel, donc tu peux pas mettre de succursale. Euh, En fait, c'est chiant la SARL parce qu'en Suisse, c'est 20 000 francs de Exact. capital social. Ouais. L'idéal, en fait, pour ton business, ça serait d'avoir une SARL suisse avec une succursale en Espagne ou en Europe qui achèterait les produits et qui les revendrait. Comme ça, tu aurais un numéro de TVA local. Il pourrait te facturer
aurais, par exemple, une succursale on va prendre un exemple tout con. C'est comme si tu avais une entreprise là-bas, quoi, c'est tout. Ça serait la même chose qu'en Suisse, quoi. Exactement. Et ta société ne serait pas imposée dans ce pays parce qu'elle serait contrôlée depuis la Suisse. Donc, ça ne déclencherait pas d'imposition. Mais en fait, tu achèterais le produit 12 euros, tu le revendrais 24 euros, tu aurais payé 2 euros de TVA, tu aurais collecté 4, tu récupérerais les deux. Le fait d'être en Suisse, dans ton cas, est un inconvénient. Ouais, et donc ouais, c'est bien ça. C'est que moi, le fait de faire en gros du drop en Europe depuis la Suisse, c'est Voilà. casse-couille. C'est casse-couille. Il faudrait que. Alors, en 2021, ça va être plus simple parce que tu auras un numéro d'enregistrement pour ta société suisse. Là, techniquement, tu